Je crois vraiment que nous sommes en train collectivement de vivre en Occident une crise profonde de l'effort. C'est là que c'est devenu marcheuse. Alors l'effort, qu'est-ce que c'est? Il faut commencer par une définition. C'est pas la définition du dictionnaire, je vais vous donner une autre définition, les miennes. L'effort, c'est la mise à distance du plaisir immédiat. C'est le truc que tu n'as pas forcément envie de faire tout de suite, mais que tu fais quand même. L'effort, c'est encore mieux. L'effort, c'est ce que ton moi de demain aimerait que ton moi d'aujourd'hui fasse. C'est ce qui va te transformer, te rendre différent. C'est Michel Foucault qui disait, ce qui est formidable avec le travail, c'est qu'il te rend différent de ce que tu étais. C'est ce qui va te transformer pour te rendre meilleur, pour te faire aller vers ce que tu as envie de devenir. Et une autre définition, peut-être plus conceptuelle, mais l'effort, c'est la réponse à la tension entre l'actuel et l'idéal. La réponse à la tension entre l'actuel et l'idéal, entre ce que je suis et ce que j'ai envie de devenir. Et c'est la compréhension que dans la vie, en général, la plupart du temps, il y a une assez grande distance entre soi et ses désirs. Alors on a défini l'effort. Maintenant, vous connaissez tous la pyramide de ce pauvre Abraham Maslow. Alors, je dis pauvre parce qu'en fait, il est très simplifié. On pourrait sa pyramide beaucoup plus intéressante que ça. Mais en tout cas, il est souvent simplifié, la pyramide des besoins. Et moi, je trouve que il vise juste, il est très critiqué, mais il vise juste sur une idée. Il y a 3 besoins essentiels. On a tous 3 piliers, si vous voulez. Évidemment, on doit survivre. Survivre financièrement, se nourrir, pouvoir manger. Les besoins physiologiques, on doit survivre. Et puis, nous sommes aussi, comme dit Aristote, des animaux politiques. On est un zoon politikon. C'est-à-dire que nous n'existons qu'avec les autres, que dans la collectivité, qu'en lien avec les autres. Et donc, faire lien, être accepté par la société, faire société, c'est le deuxième grand pilier, appartenir. Et puis, une fois qu'on survit et qu'on appartient à la société, eh bien, on peut être appelé par faire des choses plus élevées, faire des choses plus grandes. Et c'est ce qu'on appelle, d'une façon peut-être très générale, parce qu'il y a énormément de façons, on va le voir, de se réaliser, c'est la réalisation de soi, effectivement. Se réaliser, c'est-à-dire passer de puissance à être, si vous voulez, c'est-à-dire passer, comme aurait dit Aristote aussi, de puissance d'être à acte, c'est-à-dire s'actualiser, devenir en acte ce qu'on était en puissance. Eh bien, ma théorie, c'est que les 3 piliers se sont effondrés. C'est-à-dire que ces 3 piliers, appartenir, survivre et se réaliser, autrefois, depuis jusqu'à en fait une trentaine d'années, ils reposaient sur une dose copieuse, inouïe, qu'on a d'ailleurs oublié, d'effort. Et depuis 30 ans, c'est plus le cas. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, il faut aller en arrière, il faut faire retour. Il faut toujours prendre beaucoup de recul pour arriver à comprendre ce que nous vivons. Il faut toujours aller regarder l'histoire. Dans l'histoire, survivre, ça a toujours été extrêmement difficile. Ça a toujours été extrêmement difficile. Les peuples du paléolithique, c'est-à-dire avant le néolithique, je vous rappelle, c'était il y a 10 000 ans seulement, quand on a commencé à être sédentaire. C'est-à-dire quand nous étions des chasseurs-cueilleurs. Notre corps est calibré pour marcher une quinzaine de kilomètres par jour. C'était ce qu'on faisait quand on était chasseur-cueilleur. Il faut 1 km² pour nourrir un chasseur-cueilleur. On était probablement d'ailleurs charognard au début des Olympiades, quand on a commencé à se développer. Les paléoanthropologues montrent que 10% des morts au paléolithique étaient des morts violentes. À votre avis, quel est le pourcentage de morts violentes au plus fort de la guerre mondiale dans le monde? Le pourcentage des morts qui étaient des morts violentes, au pire du pire de l'humanité, ça a été 1%. Au paléolithique, 10% des gens, c'était des morts violentes. Ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que vous aviez un homme du paléolithique sur 2 qui présentait des traces de blessures. En gros, il y avait un moment dans sa vie cassé des os. On lui avait tapé dessus, ou il était tombé. La vie au paléolithique n'était pas une vie drôle, c'était une vie difficile. C'était une vie où vous pouviez mourir, ou d'ailleurs, vous ne viviez pas extrêmement longtemps. Le chasseur inuit, il est obligé de rester immobile pendant des heures au-dessus d'un trou pour espérer attraper un phoque.
Il creuse un trou pour que le phoque essaye de venir respirer. Et quand il sent à une toute petite brise qu'il y a là un phoque qui est en train de respirer, il plonge son harpon et s'il a de la chance, il ramène le phoque. C'est ce qui lui permet de nourrir sa famille. Mais pour ça, il faut rester des heures par -40. Je suis amusé à aller voir. Il se trouve qu'on a les traces très concrètes de ce que c'était que le chantier de la cathédrale de Rouen au Moyen Âge. C'est quoi le schedule de l'ouvrier sur la cathédrale de Rouen au Moyen Âge? Eh bien, ça change avec évidemment les saisons parce que vous vivez avec le soleil, mais en été, vous êtes sur le chantier à 5 heures du matin et vous y êtes jusqu'à 21 heures. Votre journée, c'est ça. 5 heures à 21 heures. Et vous êtes plutôt dans le haut du panier en tant qu'ouvrier sur la cathédrale. Avance. Coquin. Voilà. Plus de 80% des emplois autrefois étaient des emplois agricoles. Et on a oublié, parce que maintenant c'est mécanisé, mais ces emplois, vous brisez le corps. Vous ne sortiez pas indemne de quelques années à travailler dans les champs. C'était extrêmement difficile. Vous savez, jusqu'à l'invention de la machine à vapeur, il fallait 7 personnes pendant une journée pour moissonner 1 hectare. 7 personnes pendant une journée. Aujourd'hui, une personne, évidemment, toute seule peut faire des centaines d'hectares. S'il ne passe pas. Alors, évidemment, on pourrait parler d'autres jobs encore plus durs. La mine, par exemple. Vous descendiez à la Bible, vous y restiez au fond, vous restiez environ 9h30. La journée du mineur, c'est 9h30 au fond. Et je compte pas le moment où il se change, dans la fameuse salle des pendus. Vous descendiez jusqu'à 1 kilomètre, et après, vous pouviez avoir 1 heure de marche au fond, en fait. Et évidemment, comme vous le saviez, il y avait des enfants de tous âges. On pourrait multiplier, et en général, on mourrait de silicose. Silicose, c'est une maladie du poumon qui est créée par le charbon. On mourrait avant 60 ans, assez rapidement. Si bien que la retraite des mineurs, l'équilibre de la retraite des mineurs n'était pas un problème. Là, je vais vous donner un autre exemple intéressant pour vous rappeler qu'en fait, 99% des jobs jusqu'à la révolution industrielle étaient des jobs horriblement nuls. Horriblement sans intérêt, horriblement répétitif, et en général, qui vous cassez le corps. Alors ça vous casse pas le corps, mais les gens font ventilateur. En 1900, on est en Inde. Oui, il tire pour les gens à la taille. Pas obligé. Et puis on pourrait ajouter plein d'autres choses qu'on a complètement oubliées. La grande peste de 1348. 50% des Européens sont morts. À Florence, en Italie, c'était même 80%. Vous savez qu'on ne savait pas d'où ça venait, on ne savait pas que c'était la puce du rat. Et le seul truc qui aurait pu diminuer la peste, on le tuait systématiquement parce qu'on pensait que c'était des reliques. Le chat. Oui. On faisait exactement le contraire. Et donc, 50% de gens qui y restent, on oublie combien la vie était dure jusqu'à il y a très peu de temps. Vous savez qu'on disait dans les campagnes, il faut 2 enfants pour faire un homme. Parce qu'en moyenne, il y en a 1 sur 2 qui meurt. Dans ses essais, Montel dit qu'il ne sait pas au juste combien il a eu d'enfants. Parce que c'est vrai, on ne faisait pas très attention avant qu'il ait 5-10 ans, parce que le taux de chute était tellement fort que on préférait pas trop s'attacher. Et je vous donne un autre exemple, plus tardif, 18e siècle. Jean-Sébastien Bach, 1685-1750. Entre le 17e et 18e. Il était orphelin de père et de mère avant l'âge de 10 ans. Il a été élevé par son grand frère. Il a vu sa première femme mourir. Il est parti voir Handel. Ils se sont ratés d'ailleurs parce qu'Handel était déjà parti parce que les vents étaient favorables. Il a raté il verra jamais Handel. Ils se rencontreront jamais. Mais il rentre et on lui dit ta femme est morte et enterrée. Voilà, c'est comme ça. Le 18e siècle. Épousons une autre. Ce qu'il a fait. Voilà. Et il a vu mourir ensuite 10 de ses 20 enfants. Et pour une vie au 18e siècle, c'est normal. Tiens, l'un de mes enfants qui avait 7 ans à l'époque a fait une péridonite. Vous connaissez le taux de survie de la péridonite avant 1880 ? 0%. Tu meurs dans d'atroces souffrances. Pareil pour la manicite, on ne savait pas opérer. Et la péridonite, t'as pas choisi, c'est comme ça tombe dessus, c'est comme plein de trucs.
Et oui, le monde était difficile, si bien que les seules perspectives positives, en fait, c'était plutôt, c'était la vie après la mort. C'est le psaume 42. Quam ad nudum desiderat servus. Comme le cerf désire l'eau, je désire te voir, mon Dieu, je désire voir ta face, je désire mourir, en fait. Parce que dans la vie extrêmement dure, en réalité, le seul perspective un peu sympa, c'était de finir par avoir une vie après la mort. Donc, la survie, jusque-là, c'était quand même un effort, je pense que je vous l'ai prouvé. Maintenant, l'appartenance. Appartenance, on n'appartenait pas comme ça à la société. Et s'il faut comprendre, parce que c'est plus devenu évident, c'est qu'autrefois, la société te fixait une place que tu ne choisissais pas. Et ton boulot, c'était de remplir cette place. Tu avais très peu de marge de manœuvre. Tu choisissais pas ton métier, c'est celui de tes parents. Tu choisissais pas où t'habitais, c'était là où t'es né en général. Il y a un cas extraordinaire du côté en Grande-Bretagne. Il y a un village où on a déterré une personne qui a été enterrée là il y a 9000 ans. D'accord? Donc, une personne vraiment du début du néolithique. Et on s'est rendu compte qu'elle avait des liens génétiques avec un professeur d'histoire retraité qui vivait à 300 mètres. Il faut se souvenir que les gens ne bougeaient pas. Pendant très longtemps, on restait au même endroit. 9000 ans plus tard. Génétique. Donc, on ne choisissait pas son métier, on ne choisissait pas son conjoint. Évidemment, ça c'était un des trucs au monde que vous allez choisir. C'est choisi par vos parents. On ne choisissait pas sa religion. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. C'était souvent une mauvaise idée. C'était souvent, disons, créer de problèmes dans la vie. En fait, votre seul problème, c'était de survivre. Voilà. Et on a oublié ça parce que c'est formidable. On vit dans un monde où on a tous ces choix devant nous. Ou quand on est dans une société libérale comme les nôtres, eh bien, on a le choix de tout faire. Tout est possible. The sky is the limit. Mais à la fois, on va le voir, le poids du choix est un poids terrible. Car ça, évidemment, beaucoup changé. Pour appartenir, on passait des rites d'initiation. Et alors là, si vous vous intéressez à l'anthropologie, vous pouvez vous amuser. Il y a plein de livres sur les rites d'initiation, extrêmement violents. On se faisait découper, lacérer dans tous les sens. On était comme les Indiens d'Amérique, pendus par des cordes. C'était pour avoir le droit de rentrer dans la société en tant qu'adulte, vous deviez passer ces rites. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas que lauréat. C'est soft. Il y a plein d'exemples. Ici, ils sautent d'environ 30 mètres d'une tour. C'est une île du côté de l'Australie. Et puis, vous connaissez les Spartiates. Il y a la fameuse cryptie. Pour devenir pour avoir la place à la table des adultes, fallait faire partie des meilleurs. Et c'est parti 1 an dans la nature. Si tu survis, tu reviens. C'est ça la cryptie. C'est pas un truc de mauviette. Probable que beaucoup de gens renaient pas. Déjà, ils sélectionnaient les bébés à la naissance, comme vous le savez. Donc voilà, les Spartiates, c'est typiquement une société où, évidemment, pour appartenir, il faut faire des efforts. Alors là, vous pouvez dire, ah oui, mais c'est super, mais l'aristocratie, ça fait des siècles qu'elle faut rien. Erreur. Là encore, renseignez-vous. Lisez Norbert Elias, La société de cour, La dynamique de l'Occident, ou même Erving Goffman. Être courtisan, c'est un boulot à temps plein. En fait, les aristocrates, quand vous regardez comment ils fonctionnaient autrefois, avant, d'abord là-haut, c'est la Révolution française et puis les changements de régime, ce monde aristocratique était un monde perclus d'obligations. Et si vous lisez Proust aussi, vous vous rendez compte que les élites étaient en fait enserrées dans des obligations de terre qu'ils étaient obligés d'être à certains endroits, à certains moments, être reçus, recevoir. Et donc, en fait, ils étaient aussi dans un milieu où on passait pas juste son temps à manger des macarons sur un canapé. D'abord parce que le canapé a été introduit assez tard. Se réaliser enfin. Ben alors là, autrefois, jusqu'à il y a peu de temps, mais pour se réaliser, c'était inaccessible. Il y avait très peu de gens qui se réalisaient, en fait. C'était le héros, c'était les demi-dieux, c'était des gens mythiques, comme ici Ulysse, évidemment, qui se réalise à travers, on le sait, des épreuves extraordinaires. La réalisation de soi, c'était pas un truc qui se faisait comme ça, c'était des exemples qu'on promettait, c'était évidemment des héros, c'était plus tard la chevalerie, c'était le saint. Là, vous avez Saint Siméon le Stylite, mémoire, ça va être le 4e siècle après Jésus-Christ. Il a passé 37 ans sur le colonne. Là, c'est choisi, hein. C'est qu'on n'a pas enlevé les chefs.
volontairement. C'est-à-dire que le saint dans chez les catholiques, donc puisqu'il n'y a pas culte des saints chez les protestants, les saints c'est une exigence qui est décourageante à la limite, quoi. C'est au-delà de tout en fait. Et c'était ça qui était proposé comme modèle. Alors sinon, vous aviez d'autres façons de vous réaliser. Vous réalisez à travers la réalisation d'œuvres absolument inouïes qui demandent toute votre vie. La plupart des gens ne voyaient pas la fin des chantiers des cathédrales. Il n'en était que un maillon. Et vous réalisiez toutes les civilisations, parce qu'on peut aussi regarder finalement les pyramides en Amérique du Sud, ou les pyramides évidemment en Égypte, ou évidemment des choses extraordinaires en Asie, enfin dans le monde entier. Mais en fait, à chaque fois, il y a eu des façons pour l'être humain de montrer une sorte d'appel vers la transcendance, une réalisation de soi dans des œuvres qui souvent sont des œuvres monumentales, mais pas toujours, évidemment. C'est aussi poétique, littéraire, musical. Aujourd'hui, changement de décor. Nous sommes rentrés dans ce que j'appelle la société du baba. Vous connaissez l'histoire du baba Europe? Je me suis surpris, j'ai horreur de ça jusque-là. Tous les enfants ont horreur du baba Europe. Les gens disaient pourquoi boire un truc avec Europe? Et j'ai compris que j'étais devenu vieux le jour où il y a quelques mois d'ailleurs, commandé un baba Europe, et en plus j'ai pris plaisir dans un restaurant. Ça y est, il y a deux époques dans une vie. Ça, c'est complètement basculé. Le baba Europe a été inventé pour un ancien roi polonais qui n'avait plus de dents, mais qui adorait les gâteaux. Et donc, on a dit, on va inventer un gâteau qui peut se manger sans dents. Un truc pré-mâché, un truc spongieux. Et ben, c'est ça, baba Europe. Nous sommes dans la société du baba, la société du pré-mâché, la société du tout de suite, on va le voir. C'est d'ailleurs, là encore, culture générale rigolote, c'est l'histoire du lièvre à la royale. Vous savez, le lièvre à la royale. La royale de quoi? C'était la royale parce que c'était pour Louis XIV, qui a lui aussi, comme vous le savez, n'avait plus de dents à partir de 40 ans. Notamment parce que d'abord il s'y brossait pas, et ensuite parce que il se mettait, vous savez, pour être blanc céruse. Dans le blanc de céruse, il y a du plomb, et le plomb ça fait tomber les dents, entre autres problèmes. Je vous laisse le regarder, demander à ChatGPT pour avoir tous les détails. Et donc il n'avait plus de dents, entre beaucoup d'autres problèmes d'ailleurs, et il adorait le lièvre. Et donc on a inventé le lièvre à la royale, qui pareil est un lièvre qui est tellement bouilli qu'il fond et qui peut être mangé sans dents. Et ben nous sommes dans cette société du lièvre à la royale, la société du baba, parce que les trois grands besoins aujourd'hui ne sont plus du tout atteints de la même façon. Survivre. Oh. Il y a une phrase extrêmement connue de Charles Pédy, vous savez, qui est mort à la guerre 14, qui est un grand poète et romancier, qui est mort très jeune, et il a un passage très connu sur sa mère qui était rempailleuse. C'est-à-dire, on rempaillait les chaises, c'est-à-dire que les chaises, on les remplaçait, en fait, on les remplaçait, on les réparait, on les jetait pas. Et donc, la rempailleuse, toute sa vie, la Lozénie, une personne qui est une rempailleuse, et il dit, j'ai vu ma mère travailler toute sa vie à rempailler les chaises avec le même souci de perfection que probablement l'ouvrier avait autrefois dans les cathédrales, y compris pour ce qui ne se verrait jamais. Vous savez, ce qui est très frappant dans les cathédrales, c'est que quand vous montez pour rénover, vous vous rendez compte que des endroits qui n'avaient jamais vocation à être vus de personne sont quand même travaillés comme s'ils allaient être vus. Et que vous vous rendez compte que le but, ça n'est pas le faire pour la vue de quelqu'un. Vous le faites en oblation. Vous le faites aussi pour l'œuvre elle-même, en fait. D'ailleurs, on pourrait, pour regarder un autre art, regardez Kafka. Il avait donné à son exécuteur testamentaire l'ordre de tout brûler. Il n'avait pas écrit pour être lu. Tout devait être brûlé. On fait parfois des choses, l'œuvre d'art est une œuvre qui te prolonge et qui te fait aller au-delà de toi, c'est sa caractéristique. Eh bien, on est passé de cette idée du travail qui devait être du toujours mieux à la logique du juste assez. Probablement parce que on est passé aussi du métier à l'emploi. En fait, il y a même une gradation, il y a profession, métier, emploi. Et de plus en plus, les gens n'ont qu'un emploi. Et un emploi, c'est pas un métier. Et un métier, d'ailleurs, c'est même pas une profession. Vous savez, c'est Baldassare Castiglione dans le livre du courtisan, qui était le livre le plus connu que Charles Quint avait sur sa table de chevet, qui a été publié le même année que Le Prince, et Baldassare Castiglione, il dit « Et nous, gentilshommes,
nous avons une chance, nous n'avons pas un métier, nous avons une profession. C'est-à-dire quelque chose dans lequel nous vivons toute notre vie. Eh bien, tout ça, c'est fini. Le travail sort de nos vies. Quelque part, tant mieux, parce que c'est pas toujours un travail formidable. Déjà, heureusement, il est de moins en moins, il est de moins en moins physiquement difficile, et ça, c'est formidable grâce à la technologie. L'histoire du XXe siècle, c'est l'histoire de la chute du temps de travail. Au XIXe siècle, le travail, c'est 70% de votre vie éveillée. On peut calculer ça assez facilement. 70% de votre vie éveillée, c'est du travail. Ça vous laisse pas beaucoup de temps pour les loisirs. Donc, votre vie, c'est avant tout du travail dans lequel il y a un peu de loisirs. Aujourd'hui, si vous faites une vie complète aux 35 heures, enfin, une carrière complète aux 35 heures en France, un peu plus, vu qu'en Suisse, on travaille 40. Et que vous vivez l'espérance de vie habituelle. L'espérance de vie moyenne aujourd'hui, qui est autour de 80, quelle est la part de votre vie que vous aurez passé à travailler? J'en laisse au sommet. Donc, votre vie éveillée, à votre avis. Donc, on était à 70% au 19e. Hein, j'entends 30. Qui dit mieux? 12%. Et encore, on va probablement vivre beaucoup plus longtemps. La réalité, bah oui, parce que le temps de travail a baissé et l'espérance de vie a doublé au cours du XXe siècle. En réalité, aujourd'hui, le travail, c'est 10% de vie. Alors, je sais que les gens qui sont actifs dans cette salle se disent, c'est pas l'impression que j'ai. Ben oui, mais vous avez pas vu toutes vos années d'expérience, vous laissez la bamboche, déjà. Et puis, vous voyez pas toutes vos années de retraite. L'espérance de vie à la retraite, aujourd'hui en France, on est entre 22 ans pour les hommes et 26 pour les femmes. La durée de vie à la retraite. Et on va vers les 30 ans, en fait. Genre. En gros, la vie, c'est 3 tiers, là. Un tiers d'études, un tiers de travail et un tiers de vie à la retraite. Et c'est comme ça que ça se passe. Qu'on le veuille ou non aujourd'hui, et c'est normal pour nous tous, la vie, c'est d'abord du loisir dans lequel on met du travail. C'est pas du tout la même logique que celle que pouvaient avoir nos parents. Alors, est-ce que le travail va finir par disparaître grâce aux nouvelles technologies dont on parlera tout à l'heure? C'est possible. Je crois même que ça arrivera, mais pas tout de suite. Il va falloir attendre. Hein. Donc, pendant un moment, il y aura des problèmes de travail encore avant que la technologie remplace tout. Et pour l'instant, eh ben, on est donc face à cette relation au travail qui est très brisée. Hein. Dans les années 90, vous aviez en Occident, alors moi j'ai les chiffres en France, mais je pense qu'en Suisse c'est un peu mieux, mais en France dans les années 90, si vous demandiez aux gens est-ce que le travail est très important dans votre vie, 2/3 des gens disaient oui. Aujourd'hui, on est à moins d'un quart. Aujourd'hui, on est moins d'un quart. Ça a chuté incroyablement. La place du travail, c'est normal, a chuté incroyablement. D'ailleurs, c'est pas très étonnant que la réforme des retraites fasse 2 ans de psychodrame en France, qu'un leader politique chez nous ait dit 2 ans de travail en plus, c'est 2 ans de vie en moins. Donc le travail, c'est la mort. Comment vous voulez vendre ça aux jeunes après? C'est un peu compliqué de créer l'enthousiasme. Alors ça n'est pas qu'en Europe. Regardez aux États-Unis, il y a un livre très intéressant de Nicolas Eberstadt, Eberstadt qui a mis à jour après Covid, Men Without Work. Il dit il y a quelque chose de très nouveau qui est en train de se passer. Un phénomène complètement nouveau, c'est qu'il y a une part des hommes en âge de travailler qui décident de ne plus être sur le marché. Ils ne cherchent même plus, ils ne travaillent plus. Alors c'est intéressant, le livre, il est allé étudier. Alors, et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas plus de tâches ménagères. C'est dingue. Ils vivent au crochet de leur famille, de leurs amis, des aides sociales. Et la vraie question de Nicolas, c'est ils font quoi? Aux États-Unis, il y a 7 millions d'Américains d'âge de travailler qui ne sont pas en train de rechercher un emploi ou un emploi. 7 millions. C'est énorme. Jusque-là, il n'y avait jamais eu une proportion telle de la population active. Alors, que font-ils? Est-ce qu'ils s'investissent dans la communauté, dans la paroisse? Est-ce qu'ils font le tour des États-Unis à vélo? Non. La conclusion de Nicolas Eberstadt après étude, elle est terrible. Pour la plupart, ils jouent à Call of Duty sous drogue. 2000 heures d'écran en moyenne par an. 2000 heures, c'est temps avant qu'ils passaient au bureau. 2000 heures là. 2000 heures par an d'écran. Oui. Alors, il y a d'autres pays où c'est pas exactement le cas. Est-ce que vous savez qu'en Corée du Sud, le gouvernement a un grand problème? Il ne sait pas comment empêcher ses enfants de bosser. Tous les enfants en Corée du Sud vont à une deuxième école après la première école.
Du coup, pour que les enfants se reposent, le gouvernement coréen a dit on oblige les secondes écoles donc à fermer à 22 heures. Sympa. Du coup, les écoles, elles ont créé des sites d'apprentissage en ligne. À quelle heure est le pic de connexion? 1 heure du matin. Ils n'arrivent pas à empêcher les enfants de bosser. En France, on a un problème un peu différent. En Chine, ils ont interdit plus de 45 minutes de l'équivalent de TikTok par jour et plus de 3 heures de jeux vidéo par semaine. Au moins 18 ans. Et c'est très très explicite. Ils disent en gros, la technologie écran, c'est l'opium moderne. Nous protégeons notre actif numéro 1, le cerveau mise. Et le pire, c'est appartenir. Le pire, c'est l'appartenance. Parce que nous sommes aujourd'hui dans une société où on a l'impression qu'on a besoin de personne. Vous savez, c'est le passage de la liberté des anciens à la liberté des modernes, dont parlait Benjamin Constant. La liberté des anciens, c'était le pouvoir de participer à la décision politique que vous aviez gagnée de haut but en devenant un citoyen. C'était la liberté des anciens. Je suis un citoyen, je peux participer à la décision politique. La liberté des modernes, c'est le pouvoir d'être séparé et de justement ne pas participer. Et que la société nous protège quand même. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a besoin de personne. Vous connaissez le film ou pas? Titanic, c'est un film extrêmement précis sur le changement de regard qu'on peut avoir sur les obligations sociales. Regarde, qu'est-ce qu'on propose à Rose? On lui propose un mari, une place, un plan patrimonial. Et c'est ce qui était absolument normal. Et lui, et nous, avec notre regard des années 90, quand c'est sorti, là, 98 peut-être, chose comme ça, nous, évidemment, on est là, non, mais ce qu'il faut, c'est la liberté. C'est la liberté de choix. Et ça aurait paru insensé à des gens du début du XXe siècle. Ce qui était bon, c'était justement de prendre la place qu'on avait déterminée pour soi et que sa famille avait déterminée pour la société. Et nous, évidemment, quand on l'a, comme vous, quand j'ai regardé Titanic, j'étais ah oui, comme Rose, c'est formidable. Elle prend ses choix, elle vit sa vie et c'est formidable. Il faut bien se souvenir, ça aurait paru absurde, insensé, malsain, délirant aux gens jusqu'au XXe siècle, compris en votre partie. Il y a un philosophe qui a écrit une sorte d'éloge du canapé, éloge du divan. On en a fait le divan. Alors c'est marrant parce qu'historiquement c'était un objet politique, c'est un endroit de délibération politique, on les diwan. Mais maintenant on en a fait l'objet, le meuble par excellence de défense de sa liberté à ne rien faire. De défense de sa liberté aussi à être séparé des autres, parce que souvent on est seul. Et c'est aussi l'endroit, et c'est le moment d'ailleurs de sortir ce mot, l'endroit de l'hédonisme, de hédonner en grec, le plaisir. L'hédonisme, c'est ce qui aujourd'hui gouverne notre monde, j'en reparlerai. Il y avait une chanteuse en 2003 qui disait « J'ai pas de problème, je fainéante ». Bien cédéalisée, elle s'appelait. J'ai pas de problème, je fainéante, bien à mon aise dans l'air du temps. Les technologies nous aident puisqu'aujourd'hui nous pouvons tout recevoir chez nous, tout peut arriver d'un clic. On n'a même pas à sortir de son lit. Et je crois qu'il y a même un truc qui existe, ça s'appelle le bed rotting. Vous connaissez le bed rotting? C'est-à-dire littéralement pourrir au lit. Le bed rotting, c'est passer le plus de temps au lit en binge-jouant, comme on dit des séries. Vous savez, le binge-viewing, c'est regarder un maximum. Vous pouvez même augmenter la vitesse. Grâce à Deliveroo, vous allez pouvoir avoir les choses qui arrivent directement. Et c'est même conceptualisé en marketing. En marketing, on dit, votre problème, c'est pas d'avoir le meilleur produit. Votre problème, c'est d'avoir le produit le plus facilement achetable. Et on a établi ce qu'on appelle le Consumer Effort Score. Le score d'effort du consommateur. Il faut qu'il en fasse le minimum. Il faut que ça soit one click, c'est même difficile. Il faut même que ça se fasse quasiment tout seul. Il faut même qu'il n'ait qu'à penser au produit et il va arriver. Parce que ce qu'on veut fondamentalement, c'est pas tellement le meilleur produit. Ce qu'on veut, c'est le truc qui nous arrive sans effort. En réalité, le grand problème, c'est que la liberté, c'est dur. La liberté, ça impose de faire des choix en permanence. Ça impose d'assumer aussi les conséquences de ces choix. Et c'est très difficile. Alors, évidemment, il y a des choix qui sont pas très importants, mais il y a des choix fondamentaux. En réalité,
ce qu'on fait dans la vie. On est déjà énormément influencé. Vous savez que 80% de ce que vous regardez sur Netflix, c'est l'algorithme de recommandation. Qu'est-ce que c'est l'algorithme, si ce n'est une machine à décider à votre place, à vous montrer le monde tel que vous devriez le voir, à vous mettre sous le nez ce qui est censé vous plaire le plus possible, afin de ne pas vous donner l'effort d'aller regarder autre chose. Je demandais au directeur d'Arte, je ne sais pas si vous voyez Arte, c'est la chaîne, c'est le seul truc que je regarde personnellement, mais c'est la chaîne intellectuelle et culturelle française, franco-allemand. Et je lui disais, alors comment il marche votre algorithme là? Parce qu'évidemment, on va essayer de montrer ce que lui aussi tombe sur Arte, s'il tombe aussi dans le piège. Et puis il disait, non, justement, nous, on a un algorithme où volontairement, on va continuer à vous envoyer des trucs que vous ne voulez pas voir. Donc, le film Boldo-Slovaque, on va continuer à le proposer. On sait que ça t'intéresse pas. Et on va continuer à te le proposer parce qu'il faut t'ouvrir. Le plaid est devenu aussi l'objet du siècle. Qui n'a pas son plaid? Ouais, c'est l'idée du cocooning, prendre ça toi. C'est formidable de prendre ça. Se faire plaisir. C'est très marrant parce que pour mes grands-parents qui avaient connu la guerre, les privations, qui avaient vu leur famille massacrée par les Allemands, se faire plaisir, c'était pas une catégorie dans la vie. À aucun moment, on se serait dit, ça aurait même été très honteux, en fait, de se faire plaisir. Bien sûr, il y avait des moments où on rigolait, on se faisait plaisir, mais ça n'était pas un truc vécu comme un objectif. Ça ne pouvait pas être quelque chose qui entrait en ligne de compte. C'était une sorte de sous-produit de votre vie. Mais votre vie, c'était d'abord de la fidélité. C'était la fidélité. Et j'ai un peu mes grands-parents parce que ils sont représentatifs de ce qu'on pensait de l'homme. Leur vie, c'était fidèle à ce que leur société, leur famille, leur employeur voulaient d'eux. Voilà, c'était ça. Et je dis pas qu'ils avaient tort ou plus raison, je dis juste que ça a changé. Voilà. J'ai pas de jugement de valeur sur ce qui se passe aujourd'hui, et d'ailleurs je ne crois pas et je ne veux pas on revienne à autrefois. Encore une fois, c'était pas forcément extraordinaire la vie jusqu'à maintenant. Là où ça a quand même le plus changé, c'est sur le tout dernier pilier, la réalisation de soi. Parce que jusque-là, je vous ai montré qu'on allait, on envoyait les gens très très loin. Et aujourd'hui, on va voir ensemble combien ça a bougé. Alors c'est ma théorie que j'appelle ma théorie des 3 P. Si vous avez demandé à quelqu'un au XVIIIe siècle dans la rue, vous avez arrêté quelqu'un là, vous lui avez dit, qu'est-ce qui est important pour vous? Disons que sur votre lit de mort, qu'est-ce qui sera le plus important? Il aurait dit paradis. Aller auprès de Dieu. C'est le seul truc vraiment valable, encore une fois, dans une vie extrêmement dure comme on l'a dit. Peut-être qu'au XIXe siècle, s'il avait arrêté ce pas de monsieur dans la rue, il aurait dit « Patrie, je suis prêt à aller mourir pour ma patrie, je vais me donner à ma patrie, je lui appartiens. » Le deuxième P, sans doute. À partir des 30 Glorieuses, tiens, qu'est-ce qu'il aurait dit, l'homme de la rue? Pavillon. Si je travaille, en France à l'époque, c'était 40 heures légales, mais la moyenne réelle, c'est les 48. Pourquoi on travaillait beaucoup? Pour se payer les fruits de la croissance. Parce que ces gens-là qui avaient connu la guerre, ils voyaient objectivement leur vie augmenter, leur vie s'améliorer, le confort gagner grâce à leur travail. Ils voyaient la relation entre le travail et le confort dont ils jouissaient. Et l'un de nos problèmes aujourd'hui, c'est probablement on fait plus la relation entre l'effort et le confort. Parce que le confort, on a toujours vécu dedans. On trouve que c'est normal. On trouve que c'est normal d'avoir accès à plein de produits, d'avoir des rayons pleins, d'avoir le confort, d'avoir le chauffage. On se rend pas compte combien nos aïeux ont lutté et puis combien nos aïeux étaient privés de tout ça. Donc, le pavillon, et encore une fois, je dis sans mépris, c'est normal. Les gens veulent avoir une vie confortable. Ils ont travaillé pour ça. Il y a une belle chanson d'un chanteur qui s'appelle Jean Ferrat, qui s'appelait La Montagne. Et l'inventé dit ça fait longtemps qu'ils quittent le pays pour s'en aller gagner leur vie. Ça fait longtemps qu'ils ont brevet du formica et du ciné. Et c'était vraiment une progression de vie qui était objective. Très souvent, les changements de civilisation, on s'en aperçoit qu'après coup. Et ben, ça a eu lieu en 1992. Qu'est-ce qui s'est passé en 92? Fermeture des usines Renault à Billancourt. 2 semaines plus tard, ouverture de Disneyland Paris. Le symbole du passage de la civilisation industrielle à la civilisation du loisir. Vraiment. C'est quelque chose de très très fort. Où vraiment, pour la première fois, le loisir est devenu central. D'ailleurs, si on avait dit à nos aïeux la part de l'économie qui serait dévolue
à nous divertir, à nous occuper l'esprit, parce qu'on s'ennuie, ils auraient trouvé ça incroyable, hallucinant. Mais 68 a été un très très grand tournant. Pour la première fois, jouir est devenu, notamment parce que c'était une forme de résistance à l'oppression sociale, est devenu un objectif claironné, un objectif revendiqué. Jouir sans entrave, le plaisir. Et c'est pas par... 68, c'est pas par hasard, hein. C'est le moment où la première génération qui n'a pas connu la guerre arrive à l'âge d'étudiant. Pas de relation entre l'appel et l'effort. Je sais pas son nom, mais je crois qu'elle est connue. Il y a un truc extrêmement nouveau aussi qu'on ne voit pas et qui casse complètement notre rapport à l'effort. Autrefois, un cerf du Moyen-Âge, un cerf au XVIIe siècle, un cerf, c'est-à-dire quelqu'un qui crânait dans la campagne, il n'avait que oui dire de la vie à la cour. Il avait des histoires sur la vie à la cour, mais il ne voyait pas la vie à la cour. Il ne voyait pas la vie des plus riches. Il y a un truc terrible qui se passe aujourd'hui. C'est qu'on a tous une caméra en direct dans la vie des gens les plus riches du monde, dans la vie des gens qui ont la plus belle vie du monde, y compris quand ils la mettent en scène, puisqu'en général, c'est quand même plutôt la mise en scène. Il y a beaucoup de travail derrière le travail derrière des influenceurs. C'est un vrai business, mais le fait qu'on voit en permanence des gens vivre infiniment mieux que soi brise complètement le sens de l'effort, au sens où on se dit on n'y arrivera jamais, ou alors on se dit mais pourquoi moi je fais les efforts et pourquoi moi je n'ai pas cette vie-là. À partir du moment où on peut voir des kilotonnes de fêtes sur des yachts à Saint-Tropez, évidemment c'est plus difficile après d'aller s'enfermer dans une bibliothèque pour aller étudier des trucs difficiles. Sur TikTok j'ai vu ça. Vous l'avez lu? On est à Buckfield. J'ai 27 ans, je me sens pas à ma place dans le système. J'arrive pas à comprendre, à concevoir comment les gens ont accepté le fait de travailler 5 jours sur 7 toute la semaine. C'est déjà pas mal, parce que les gens, ils créent 7 jours sur 7. Pourquoi? Tu es là, tu attends le week-end, tu attends les vacances, 4 semaines par an, 5 semaines par an, super. J'ai vraiment l'impression qu'on nous vole notre temps. Comment, en 2025, tu peux encore dire, ouais, mais c'est la vie, travailler. Mais moi, je n'ai pas signé pour travailler toute ma vie, juste pour pouvoir payer des factures, espérer avoir peut-être quelque chose. C'est pas ça, la vie, je suis désolé. Ça, c'est produit parce que justement, on ne voit plus le rapport entre le travail qu'on fournit et la vie qu'on peut avoir. Et les écrans omniprésents ont créé un monde où ce que François Hartog, un philosophe, appelle le présentisme. On ne connaît pas le passé parce qu'on n'a plus de culture historique. On n'espère plus rien de l'avenir parce qu'on est vaguement méfiant vis-à-vis du progrès. Et donc, on vit dans une sorte de présent mou. Au présent, en fait, d'ennui. Mais c'est pas l'ennui fécond de celui qui va pouvoir créer. C'est un ennui où on va en permanence survivre grâce au shoot de dopamine. Vous savez, la dopamine, c'est ce petit plaisir que vous avez quand vous prenez du sucre. C'est un neurotransmetteur du manque, qui était théoriquement, qui est un mécanisme de la récompense qui était censé vous donner envie d'aller chasser. Et aujourd'hui, le shoot de dopamine, c'est celui que vous avez quand vous avez un like sur les réseaux sociaux. Il avait tout compris dans les années 30. Keynes, le fameux économiste. John Maynard Keynes. Il avait 2 visions incroyables. Un petit texte qui s'appelle... il s'est traduit, parce que c'est pas le titre du texte originalement, mais il dit « C'est lettre à mes petits-enfants ». Et dans ce petit texte, il a une préscience complètement dingue. On est dans les années 30. Il dit « On va vers une société du loisir ». Dans les années 30, vous voyez quand même... Alors, bien compris comment ça a évolué pour avoir compris ça. Hein. On va vers une société du loisir. Le travail va disparaître. Déjà, premier coup de génie. Deuxième coup de génie absolu de Keynes. Dans son texte, il dit « Et on ne peut pas voir arriver sans ces froids ». Une société du loisir, en gros, une société où on aura autant de temps à nous. Parce que, il avait très bien montré, occuper son temps, c'est un problème énorme. C'est très difficile d'occuper son temps. Ce problème n'existait pas pour nos aïeux. 70% de leur vie, c'était du travail. Alors, il y a 3 façons d'occuper son temps. Il y a 3 façons d'occuper ce que j'appelle le temps arbitrable, le temps à soi, le temps en dehors des obligations. D'abord, le temps pour les autres. C'est le temps social, le temps familial, le temps amical. Celui où on est en société, on est avec des autres, on prend un verre ou pas d'ailleurs, on discute. Et ça fait partie évidemment de notre vocation d'être humain. Ça, c'est le temps pour les autres. La deuxième chose, c'est le temps pour soi.
Et c'est ce que les Grecs appelaient la scolée. La scolée, c'était le loisir studieux qui avait évidemment donné le mot école, school, scuola, etc. Le loisir studieux, c'est ce que tu fais quand tu es assez riche pour pas travailler. C'est une chance extraordinaire et c'est le travail sur soi. Les Romains, comme Cicéron, appelaient ça l'osium. Hein. On le retrouve ce mot dans le mot négoce. Le négoce, c'est le neg osium, c'est-à-dire le non-loisir en anglais, business, le fait d'être occupé, busy. Pour un latin, c'était l'horreur. C'est un truc d'esclave. Le business, c'est un truc d'esclave. Ce qui est chic, ce qui est bon, ce qui est sage, c'est l'osium, le loisir studieux. C'est-à-dire s'occuper à acquérir ce qu'il a appelé, c'est lui qui a proposé les termes, les humanitas. Les humanitas, c'est quoi? C'est les savoirs qui te rendent humain. Autrement dit aussi, c'est les savoirs sans lesquels on n'est pas humain. C'est ça les humanitas devenus les humanités. Alors c'est vrai que à l'époque, quand tu es Cicéron, tu as 100 esclaves qui travaillaient pour toi, c'était plus facile. L'osium était plus simple. Ce loisir studieux, ce loisir pour soi, c'est ce que tu fais quand tu as un loisir actif. C'est le sport aussi, évidemment. C'est tous les moments où tu vas cultiver quelque chose, une compétence que tu vas pouvoir améliorer. Tous les moments où tu es dans l'action et dans la découverte de quelque chose. Et puis, il y a le troisième temps pour soi, le temps hors de soi. Enfin, le troisième temps libre, pardon, le temps hors de soi. Ok, le temps pour les autres, le temps pour soi et le temps hors de soi. Et là, c'est exactement ce que Pascal appelait le divertissement. Blaise Pascal. Le divertissement, c'est-à-dire le fait justement de perdre la route, de se tromper. C'est de sortir de soi. Le divertissement, c'est toutes les activités passives qui vont te laisser tel que tu étais. Celle où tu vas perdre ton temps. Et c'est typiquement ce qu'on appelle le doomscrolling, le défilement de la mort. Cette invention diabolique où tu vas pouvoir, on l'a tous fait, scroller comme ça à l'infini et devenir dépendant. Donc on est tous dépendants de son portable. Si à 20 ans, vous étiez sorti de chez vous pour aller regarder votre boîte aux lettres pour voir si vous avez du courrier 200 fois par jour, vous aurez envoyé à l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, c'est nous tous. On prend en moyenne, vous pouvez regarder sur votre téléphone du compte, on prend en moyenne 150 à 200 fois son téléphone de jour. Il y a même des pathologies psychiatriques, vous savez, qui se développent liées au téléphone. Il y a par exemple la selfie, la prise obsessionnelle de selfie. Ça existe, c'est une vraie maladie. Vous savez qu'il y a 120 morts par an de selfie. Les gens qui reculent ou qui sont prendre devant les lions parce qu'ils pensent qu'ils dorment. 120 morts. C'est d'ailleurs, le selfie est officiellement plus dangereux, la perche à selfie est officiellement plus dangereuse que le grand requin blanc qui croque, je crois, une trentaine de personnes par an, et encore dans les bonnes années. Il y a aussi la nomophobie, la peur d'être séparé de son portable. Ça existe. Il y a aussi le FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater un truc. Si là, vous êtes pendant que je parle, il se passe peut-être un truc dans le monde. Remarquez, c'est peut-être la paix en Ukraine, on sait jamais, mais je pense qu'a priori. En tout cas, vous pouvez attendre la fin. Fear of Missing Out. Et puis il y en a un dernier, c'est l'agoraphobie. La peur d'être oublié des autres si vous n'êtes pas relié à eux. La peur qu'ils vous oublient. Agoraphobie. On est tous un peu lost in translation, en fait. Perdu dans un monde qui va tellement vite, où paradoxalement on est isolé alors que on est relié à tout le monde. Paradoxalement, tout est plus flou alors que toute information du monde est disponible. Et paradoxalement, on a de moins en moins de courage, là où on n'a jamais eu autant de liberté. Vous voyez, c'est autant de paradoxes dans lesquels on vit. Regardez l'augmentation du nombre de morts par usage de drogue aux États-Unis. D'ailleurs, je ne la montre pas, mais il y a des stats aussi où le nombre de gens qui meurent en traversant les clous augmente. Et c'est probablement lié ou pour ça. Il y a aussi un truc qui s'est passé entre 2010 et 2012. C'est aux États-Unis, mais c'est assez mondial, civilisation développée. L'augmentation des syndromes dépressifs chez les adolescents. Tentatives suicidaires, etc., etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé aux alentours de l'an 2010-2012? Généralisation du téléphone portable. Les statistiques montrent que plus vous utilisez des réseaux sociaux, plus vous déprimez. Pardon, j'aurais des choses positives à vous dire tout de même.
Regardez, la proportion des jeunes qui voient leurs amis en vrai tous les jours a chuté incroyablement. On est plus isolés. On voit moins ses copains. Et d'ailleurs, on arriverait moins. Le Covid a accéléré les choses. Le monde de la nuit est d'ailleurs déprimé, les gens sortent plus. Les jeunes ont compris qu'ils pouvaient boire chez eux, que c'était moins cher peut-être. Mais on s'engage moins aussi dans les associations. Il y a moins d'engagement. Il y a moins de vie sociale. Et même moi, dans mon site, autrefois, je faisais plein de conférences en vrai. Aujourd'hui, tu leur offres plein de choses. Il y a des choses extraordinaires. C'est hyper dur de venir. D'ailleurs, je vous félicite d'être venu ce soir. Parce que c'est dur aujourd'hui de faire sortir les gens. Parce que la plupart du temps, ils disent, oh, je sais pas quoi. Il y a une vidéo, je vous la donnerai le replay. De toute façon, il y a un truc super sur Netflix. Je vais pouvoir le bijouer en vitesse web. Oui, parce que vous pouvez augmenter la vitesse pour pouvoir vous remplir plus vite. Hein? Vous savez que tous les systèmes de notification ont été développés volontairement pour développer votre addiction. Hein? C'était à Stanford, ça s'appelle le Persuasive Technology Lab. C'est un laboratoire qui a travaillé en utilisant ce concept de fonctionnement cognitif et du mécanisme de la récompense pour nous rendre tous dépendants. Ça a marché, bravo. Un adulte scrolle en moyenne l'équivalent de la hauteur de la Statue de la Liberté tous les jours. 93 mètres environ. En 30 ans, les jeunes ont perdu un quart de leur capacité pulmonaire. Aux 2600 mètres, les jeunes ont perdu 1 minute 30 par rapport aux jeunes des années 90. Un jeune en France qui est en 4e, il a aujourd'hui le niveau scolaire, pour parler du niveau scolaire, d'un jeune de 5e des années 90. On a perdu une année. Et puis, je vais vous montrer des stats sur l'obésité et plein de choses. Mais j'avance parce que je sais que le temps passe. Si j'ai une stat rigolote sur regardez le nombre d'occurrences du mot « jeu » dans les livres entre 1750 et 2022. Le nombre d'occurrences du mot « jeu » et « moi ». On disait très peu « jeu » avant. Il y a plein de phénomènes qui peuvent jouer. J'ai trouvé ça rigolo et caractéristique. Autre chose que c'est très caractéristique, il y a un truc incroyable, hein. Devenir riche pour une société fait chuter la natalité très rapidement. Alors, la chute de la natalité, c'est multifactoriel, mais pour moi, il y a un truc qui joue très fort. C'est qu'avoir des enfants, c'est accepter de plus passer en premier dans sa vie. Bah, c'est ça. C'est des sacrifices, c'est probablement d'ailleurs de l'ingratitude, c'est beaucoup d'argent, c'est l'essentiel de ton temps libre. C'est la fin de tes petits week-ends en amoureux. C'est la fin de beaucoup de choses. C'est le début de plein de choses formidables, mais c'est la fin de beaucoup de choses. Et en fait, beaucoup de gens ne le supportent pas. Beaucoup de gens n'acceptent pas. C'est trop dur. Déjà, avoir un chien, c'est compliqué. Et puis, il y a ces écrans omniprésents. Les écrans, c'est 70, pour certains beaucoup plus, 70% de notre temps libre aujourd'hui. Je dis ouais, mais c'est moi aussi. Je peux être coupable. En réalité, il y a quelque chose d'un peu étrange. Vous savez, on pensait que le fait d'avoir plus d'informations, d'avoir accès à toute l'information, allait créer une sorte d'épiphanie de la connaissance humaine. Que tout d'un coup, on allait tous être beaucoup plus cultivés. Pas du tout, parce que tout savoir du monde est one click away. Et d'abord, on peut dire one click away, c'est one click too many. Et puis surtout, toutes les vérités du monde sont à un clic de distance, mais toutes les erreurs aussi sont à un clic de distance. Il y avait un terrible sondage en 2017 qui avait montré que en France, 9 Français sur 100 pensaient que la Terre était plate. Croyaient que la Terre était plate. Quasiment 1 sur 10. Ces gens votent. Que votent-ils? 1 sur 10. Et chez les jeunes, on l'a refait plus récemment, le sondage, vous ne croirez jamais. C'est 1 sur 6. Un jeune Français sur 6 pense que la Terre est plate. Est-ce que ça accompagne, renforce, quel est le sens de causalité entre ça et la baisse du niveau scolaire dont on a parlé tout à l'heure? Elle est malheureusement aussi incroyable. Alors on dit toujours, ah mais les jeunes sont formidables, ils savent faire plein de trucs. Alors sans doute, mais ils ne savent pas faire des additions, des soustractions, des divisions et des problèmes. Voilà, il y a un truc certain, puisque entre 87 et 2017, la chute est objective et le nombre de choses est infini. Et puis, Dieu m'a parlé du pire. Là, c'est the nail on the coffee. C'est
c'est la fin. C'est évidemment l'IA. C'est l'IA générative qui, avec une croissance incroyable, une vitesse incroyable, est en train de nous donner les moyens de nous éviter les efforts. On peut arriver à faire tout à la machine. Et c'est là qu'il faut encore prendre du recul et comprendre un truc. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de son rapport aux technologies. Les technologies nous ont toujours changé. On existe grâce aux technologies. Le feu nous a transformés, déjà. Il nous a permis d'avoir des intestins plus courts et de digérer plus rapidement et d'avoir plus d'énergie et donc d'avoir un cerveau qui, là, au repos, vous prend tous là et que vous êtes à 25% de votre énergie. Ce qui est un coût qu'aucune espèce ne peut se permettre. On a un luxe extraordinaire, on peut se payer notamment grâce au feu. Mais il y a d'autres choses à voir sur la technologie, c'est que en même temps, elle nous augmente et elle nous diminue, elle nous atrophie. Regardez, quand on a inventé l'arc et les lances composites, tout d'un coup, c'était plus la peine de courir aussi vite. Du coup, on a perdu en puissance musculaire. Très très rapidement. Les ballots anthropologues montrent qu'on n'était plus aussi musclé qu'avant. C'était plus la peine, la technologie le faisait pour nous. Autre exemple, les vêtements nous ont permis de continuer à perdre de poils. L'écriture nous a permis de perdre la mémoire. Déjà à l'époque, on reprochait à l'écriture de faire qu'on n'avait plus de mémoire comme avant. Parce que c'est évidemment une technologie qui permet de conserver la mémoire. On ne mange plus comme avant. Du coup, nos bouches rétrécissent et on doit tous passer par l'épreuve de l'appareil. La technologie, souvent, règle le problème créé par la technologie. Autre illustration. Oui. Il se trouve qu'en fait, elle est à Londres, elle n'est pas à New York. Parce qu'il y a cet accident à on l'a reconnu, mais avec De Niro. Mais à Londres, on a fait une étude, on s'est constaté que depuis que les chauffeurs de taxi utilisent le GPS et non plus leur esprit pour faire les courses, la taille de leur hippocampe a diminué. L'hippocampe, c'est la partie du cortex préfrontal qui stocke la mémoire spatiale. Quand ton cerveau n'est pas mobilisé, il est ravi de ne rien faire. Et donc, c'est iRobot, non, c'est Wall-E. Et donc, il n'est pas tout à fait impossible qu'au moins une partie d'entre nous sache lui vers un avenir à la Wall-E, d'autant plus que de mois en mois, de jour en jour, quand on s'intéresse à l'IA, les progrès sont inouïs. Inouïs. Ce que peut faire l'IA, c'était un mauvais collégien et aujourd'hui, ça devient un bon thésard. De plus en plus. Déjà, en termes de QI, vous voyez, en une année, sur la courbe de Gauss des QI, la progression. Et alors, j'ai chopé ça tout récemment. College, just how well I can use ChatGPT at this spot. I just dubbed the prompt to ChatGPT on handling whatever it's patterned. De plus en plus, être un étudiant, c'est avant tout envoyer un prompt à ChatGPT. Et puis, quand arrivera le métavers, nous serons peut-être comme dans Ready Player One, de plus en plus absorbés. Lequel d'entre nous aura le courage de ne pas se brancher à la matrice et de passer la plupart de sa vie derrière le métavers, qui sera tellement plus agréable, programmé, adapté à vos goûts et vous brossant dans le sens du poil. Il est très probable aussi que demain, nous ayons tous dans notre nous ayons tous dans notre poche un assistant, conseiller, majordome, probablement avec un robot humanoïde, cuisinier, homme de ménage, personne d'entretien, probablement aussi confident avant, comme dans le film Her. On va plus. J'ai un de mes amis au CNRS m'a dit, c'est fou, mais aujourd'hui, je parle beaucoup plus à mon IA génératif qu'à mes collègues. Il faut sauver les forêts, et je termine par là. Vous avez tous vu Pinocchio avec de Walt Disney? On va tous avoir notre potentiel Jiminy Cricket dans nos poches. Et là, encore une fois, on va pas retourner au 19e siècle, on va pas débrancher Internet et on va pas arrêter l'IA générative. J'y crois pas, mais moi j'en ai pense. Non, je ne crois pas que ça arrive. La vraie question, c'est comment on vit avec ces trucs-là. Demain, vous allez tous avoir dans vos poches, vous avez déjà tous un conseiller 1000 fois plus intelligent que votre psy, plus intelligent que vos professeurs et plus intelligent que tout le monde en réalité. Et en plus, il est hyper psychologue. Alors, on a vu que pour les médecins, il est encore plus psychologue qu'un vrai médecin pour apprendre les mauvaises nouvelles. Et puis, il n'oublie rien et il saura vous accompagner. Mais vous aurez quand même un choix. Vous aurez un choix. Et on s'en regarde toujours un choix. Est-ce que vous allez régler en mode Jiminy Cricket?
Celui de Jenny Cricket, celui qui dit à Pinocchio, elle dit donc là, faut aller à l'école, non là c'est pas bien, tu es en train de faire une bêtise, allez reprends-toi. Durité, c'est la voix de la conscience. Est-ce que vous allez révéler votre IA sur le mode exigeant? Allez, je veux progresser en allemand, maintenant tu vas me faire répéter. Je veux m'apprendre des choses, tiens, tu vas me raconter des affaires de l'histoire parce que je suis pas très bon sur le 19e siècle. Est-ce que vous allez le régler là-dessus ou est-ce que vous allez le régler en mode renard? Oui, parce que dans Pinocchio, il y a aussi le renard. Vous savez, il convainc Pinocchio quoi? De sécher l'école, d'aller sur l'île le plaisir, où il devient un âne. Tout est écrit dans Pinocchio. Tout est... Et mais c'est la très bonne nouvelle. Les inégalités à la naissance sont énormes. Oui, on n'est pas avec les mêmes capacités. On n'est pas dans les mêmes familles. On n'est pas avec les mêmes chances au départ d'environnement familial. Mais il y a au moins un truc qu'on peut, qui est un levier auquel on a accès. Bah, c'est l'effort. C'est-à-dire la volonté à un moment donné de faire ou de pas faire quelque chose qu'on pourrait pas faire et qui va nous mener plus loin. C'est le philosophe Alain qui dit le secret de l'effort, c'est de s'y mettre. C'est un bon secret. Le secret de l'effort, c'est de s'y mettre. Et en fait, on a tous vécu ça. C'est le matin, il est tôt, vous êtes bien dans votre lit, et vous devez vous lever pour un truc, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, si vous êtes obligé, c'est pas de jeu. Vous n'êtes pas obligé. C'est un truc qui va vous permettre, c'est un projet à long terme. C'est quelque chose qui vous permet d'avoir quelque chose plus loin, qui va vous nourrir. Est-ce que vous faites l'effort? Voilà. Et je sais pas si vous avez déjà observé ça. Ce qui coûte le plus, c'est le premier pas en donc. Mais est-ce que vous faites ou pas? Et en fait, c'est ça, c'est apprendre à faire ce premier pas. Et puis peut-être aussi apprendre le plaisir diffus qu'il peut y avoir dans l'effort. C'est Clémenceau qui a cette phrase des Coyotes. Il dit, le meilleur dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. C'est très profond, je trouve, comme phrase. Le meilleur dans l'amour, c'est quand on monte l'escalier. C'est qu'en fait, le meilleur, c'est quand, justement, tu es dans l'anticipation, dans la préparation du moment, du plaisir lui-même, en fait. Il y a un plaisir encore plus sophistiqué dans le fait de préparer son plaisir, voire de le repousser. Les grands libertins, les grands moines sont en fait assez proches, très probablement. Ce qu'il faut apprendre, évidemment, c'est la capacité à mettre à distance son plaisir. Et puis, cette mise à distance, elle est d'autant plus facile que vous avez une passion. Et je crois qu'on est dans un monde où il est plus difficile d'avoir une passion. Alors pourquoi? Parce qu'on s'ennuie moins. Comme on s'ennuie moins, il y a toujours un petit truc qui va pouvoir vous entertainer, vous divertir, vous amuser. Et donc, on n'a pas l'espèce de grand vide, de grand silence qu'il pouvait y avoir autrefois et qui fait que vous allez être encouragé à trouver quelque chose qui va vous nourrir en profondeur et sur la durée. C'est plus dur aujourd'hui d'avoir une passion, et puis c'est plus dur de se donner à fond. Vous avez peut-être vu des documentaires remarquables sur des jeunes qui se donnent à la danse classique. Et donc, ils commencent très très jeunes et c'est quasiment toute leur jeunesse jusqu'à leurs 20 ans, extrêmement exigeants. Choisir, c'est renoncer. Et ça veut dire que quand vous faites ça, vous privez de plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses que vous n'avez pas le temps de faire. C'est plus dur aujourd'hui parce qu'il y a tellement de sollicitations. Et donc, avoir la chance de trouver une passion, c'est absolument rarissime et c'est formidable. Alors, il y a un grand youtubeur que je connaissais pas avant, bien enfant pas. Comment il s'appelle d'ailleurs, j'ai oublié. Inoxtag, merci. J'étais sûr que vous sauriez. Inoxtag, alors c'est un truc très paradoxal. Donc il a dit, tiens, je suis pas du tout sportif, dans un an, je monte au sommet de l'Everest. Et il a filmé le truc. Alors évidemment, ça m'a intéressé de sa part, puisque lui, il gagne son argent en faisant beaucoup de vues. Il a fait des millions de vues avec sa vidéo. Mais il a vraiment fait le truc, il est monté au sommet de l'Everest. Et sa conclusion, je trouve elle fait quand même réfléchir, même si elle peut être c'est un peu ironique. Mais il dit, regardez-moi mes vidéos, sortez, faites d'autres choses. La vie, c'est quand même beaucoup d'autres choses que de regarder des vidéos. Et puis même moi, je vais en faire. Je vais m'intéresser à d'autres choses. Je vais ouvrir. Et il paraît, et tant mieux si c'est le cas, que cette vidéo d'Inoxtag, cette espèce de documentaire, a convaincu plein de gens de se dire, tiens, je vais me fixer des objectifs. Et ça, c'est absolument essentiel. Et puis, la volonté de s'y mettre, c'est comme pour l'entrepreneur. Moi, je connais plein de gens qui ont plein d'idées. La différence entre l'entrepreneur et l'homme lambda, c'est pas les idées. C'est le fait que l'entrepreneur, à un moment donné, il va le faire. Il va s'y mettre. Il va faire le truc.
c'est la capacité aussi à mettre son plaisir à distance parce que bah, tu veux aller plus loin, tu veux t'améliorer dans ce que tu fais, et puis ça te donne parfois des destins hors du commun. Ah, moi, je termine avec 3 conseils avant des questions. On a commencé en retard, j'ai le droit d'aller en retard. 1, reprendre le contrôle. Il n'y a pas de fatalité. C'est la politique des petits pas. Parce que moi, je suis comme vous, je suis dépendant aux écrans. Si, j'en regarde tous mes enfants par jour. C'est la politique des petits pas. Il faut se fixer des petites règles. Il faut être capable, vous pouvez mettre sur vos applis des règles, enfin des durées. Comme ça, Amélie, tiens, j'ai déjà passé 2 heures sur Twitter, on va plus arrêter. Et puis, vous pouvez aussi vous donner des règles de vie, c'est-à-dire, quand vous arrivez chez vous, vous le déposez dans l'entrée, parfois on met des obligations professionnelles, mais vous déposez dans l'entrée, vous regardez plus votre téléphone, sauf obligation. À partir d'une certaine heure, quoi qu'il arrive, plus de téléphone. À 22 heures, c'est fini. C'est le moment de la lecture. C'est le moment de la discussion en famille. Moi, j'avais créé en famille le moment où, alors ça change avec l'âge, mais c'était drop everything on read. En fait, c'est ça. C'est, on passe 1 heure dans le salon, vous lisez tout ce que vous voulez. Mais la règle, c'est juste qu'on lit tous et il n'y a pas d'écran. Et puis finalement, à la fin, d'ailleurs, en général, tu finis par discuter de ce que tu lis. Et bah oui, bah, tu discutes en famille. Et il y a des applis qui peuvent vous aider. 2, apprendre à investir dans son plaisir. Ces fameux tests du marshmallow. Hein, vous savez, on met un enfant vers un marshmallow, on lui dit je sors, il y en aura 2. Alors, supposons que tu aimes les marshmallows. Je trouve ça dégueulasse, mais admettons que ce soit. Le test, ça marche. Donc les enfants aiment ça. Et donc, je sors, si je reviens, si tu as mangé le marshmallow, tu en auras 2. Et on a suivi les enfants pendant 30 ans. Il n'y a pas de secret. Les enfants ont attendu, sont plus heureux, sont plus épanouis, sont plus équilibrés, etc. par rapport à ceux qui n'ont pas attendu. Mettre à distance le plaisir. En réalité, c'est même ce que Freud avait montré depuis le début. Vous savez, Freud explique grandir, l'éducation, c'est passer du principe de réalité au principe, pardon, du principe de plaisir au principe de réalité. Le principe de plaisir, c'est le bébé qui pense que dès qu'il a un besoin, eh ben, il doit et il va être automatiquement satisfait. Le principe de réalité, c'est comprendre qu'il y a un décalage entre le besoin et le moment où il est satisfait, et que d'ailleurs, tu dois investir pour ça. Et finalement, c'est une histoire bien connue. C'est une finique quand t'as vu c'est un truc très simple. Hein. Vous savez, Bétala, il a montré quand les contes de fées, il y a des choses extrêmement puissantes. À la psychanalyse des contes de fées, il a montré pourquoi c'est très important de raconter des contes de fées aux enfants, parce que ça leur montre qu'il y a les épreuves dans la vie et qu'elles peuvent être surmontées s'ils présentent certaines vertus, notamment l'effort. 3 petits cochons, c'est ça. Si tu as fait l'effort. Les 3 petits cochons, c'est oui, on va pas te mentir, le loup va venir. Ah oui, on est franc avec toi. Dans la vie, le loup va venir. Mais si tu as construit ta maison en briques, il n'y a pas à craindre. Tu pourras même abriter tes frères pour rien foutu. Non, mais c'est tout bête, mais. Et puis enfin, il faut gérer ces atrophies. On est tous atrophiés par les technologies, d'une façon ou d'une autre. Alors, on a tous déjà appris normalement à prendre l'escalier et l'escalateur. Et ben, la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'il va falloir apprendre à faire ça, mais pour l'esprit. Parce que ChatGPT vous propose de tout faire à vos places, comme il lui propose déjà. Rédiger, apprendre des langues, écrire vos mails, écrire vos rapports, écrire vos thèses de doctorat, écrire vos livres. Il va pouvoir tout faire. Mon livre n'a pas été écrit avec ChatGPT d'abord parce qu'il n'était pas assez gros, on n'est pas. D'Amélie écrit sans ChatGPT. Là, il faut apprendre. Quand vous apprenez un instrument de musique, c'est des années de travail et de souffrance, surtout pour ceux qui vous écoutent. Et pour arriver à la fin, à égalité de plaisir que les autres ne comprendront jamais. C'est Eric Satie qui dit ça très bien, c'est très, très drôle. Satie, il disait les pianos, c'est comme les chèques, ça ne fait plaisir qu'à ceux qui les touchent. Et c'est vrai que ceux qui jouent un instrument ont accès à un plaisir qui n'est pas le plaisir du mélomane. Tu ne peux pas décrire ce que c'est de faire de la musique ou de faire de l'art. C'est un plaisir indescriptible, ineffable au sens propre. On ne peut pas le dire. Il faut le ressentir. Mais pour le ressentir, il faut faire 10 000 heures de travail. Il y a un petit coup d'entrée. Jules Barrière. On peut avoir une vision assez pessimiste du monde. On peut penser que l'hiver vient, que franchement, tout se dégrade, c'est tout un déclin. Moi, je ne crois pas du tout à ça. Moi, j'adhère beaucoup plus à la devise de Laurent le Magnifique. Vous savez, la devise de la famille Médicis, c'était « Il tempo ritorna ». Le temps revient. C'est exactement le contraire. C'est de dire on va vers meilleur. Ben, je crois vraiment que en réalité, on peut aller vers meilleur parce que la bonne nouvelle, c'est quand même que quelque part, alors individuellement et puis ensuite socialement et collectivement, mais c'est une question de volonté. Il n'y a pas de recette. Merci
Et on a peut-être 2 minutes pour des questions. Yes.